Aujourd'hui, c'est un jour vraiment particulier pour moi. D'abord parce que c'est mon anniversaire, j'ai 10 ans. Mais surtout parce que je reçois une invitée que j'admire énormément, Faiza Gued. Faiza Gued est une romancière, scénariste et actrice incroyable qui écrit depuis qu'elle a 19 ans. Depuis son tout premier roman, Kif Kif Demain, elle met en lumière des vies, des voix et des destins qu'on entend trop peu, avec une plume qui mélange humour, émotion et sincérité. Elle parle du quotidien, des origines, des rêves, des injustices. Elle écrit des histoires qui ressemblent à la vraie vie, et c'est pour ça qu'on les aime autant. Je l'ai découverte grâce à un podcast de Kira Mameri, et depuis j'ai lu ses livres, je l'écoute dès qu'elle parle, et j'admire sa manière de raconter le monde. C'est une immense chance et un honneur de l'accueillir aujourd'hui dans Au cœur des choses. C'est un vrai cadeau d'anniversaire pour moi, et j'espère que cet épisode vous plaira autant qu'il me tient à cœur. Bonjour Faiza. Bonjour Kaina. Bonjour Samy. Bonjour Faiza. Merci beaucoup pour cette introduction qui m'a mis les larmes aux yeux. Tu vois, on commence bien. Merci beaucoup pour tout ce que tu as dit, ça me touche beaucoup. De rien. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Comme disait Kaina, on est super content de te recevoir parmi nous. L'écriture pour toi, est-ce que c'est un don ? C'est une très belle première question. Oui, c'est un don, c'est un cadeau. Pour moi, c'est la manière la plus naturelle que j'ai trouvée de m'exprimer depuis toute petite. Enfin, avec les années, plus le temps passe et plus je réalise à quel point c'est un cadeau, parce que quand il y a des choses autour de nous qui tournent pas rond dans le monde, quand il y a des choses qu'on n'arrive pas à s'expliquer, à comprendre, qui sont injustes, je trouve que, en tout cas, moi, je trouve que c'est une façon de s'arrêter et de trouver les mots pour évacuer de la colère, évacuer de l'incompréhension, et puis pour expliquer ce qu'on ressent, ce qu'on voit. C'est vraiment quelque chose qui, moi, je pense, qui sauve. C'est un don, un cadeau, et ça t'est venu comment, justement, ça ? C'est toujours difficile pour moi d'expliquer le tout début, c'est-à-dire comment ça m'est venu, parce que j'ai l'impression que c'est tellement vieux. C'est juste, je peux expliquer ou raconter des souvenirs de moi avec un stylo dans la main, en train de prétendre écrire, alors que j'avais pas encore appris à écrire, donc c'était toute petite. J'avais une grande sœur qui était déjà à l'école. Et donc, comme elle était déjà à l'école, donc elle avait déjà des fournitures scolaires, je prenais ses cahiers ou ses crayons et puis je faisais semblant d'écrire en dessinant des vagues. Et je disais, je suis en train d'écrire. Et pour moi, ce geste, il voulait déjà dire quelque chose. Donc, ou chez le médecin, je regardais le médecin faire glisser son stylo sur l'ordonnance, ça me plaisait. Donc, l'écriture, ça a toujours été quelque chose pour moi de presque fascinant, comme s'il y avait un pouvoir magique. Et j'avais hâte vraiment d'apprendre à écrire. Vers quel âge as-tu commencé à aimer écrire ? Dès que j'ai appris, en fait, tout de suite, c'est-à-dire en primaire, quoi. J'écrivais au verso des feuilles d'exercice, dans mes cahiers de brouillon, des petites histoires. À la fois, le fait d'écrire, c'est-à-dire raconter quelque chose et écrire, ça me plaisait, mais même j'aimais la papeterie, tu vois. Donc le geste de l'écriture, pour moi, c'était quelque chose de déjà qui me plaisait beaucoup, beaucoup. Et en fait, j'ai toujours écrit, vraiment, dès que j'ai su faire ça. Je raconte souvent cette anecdote où quand j'étais en primaire, j'écrivais des histoires dans lesquelles je mettais en scène mes amis, mes camarades de classe. J'échangeais ces histoires contre des bonbons ou des billes, tu vois. Donc j'ai toujours fait ça. Est-ce que tu avais des amis qui aimaient eux aussi écrire ? Pas à ma connaissance, ou en tout cas, je partageais pas ça avec quelqu'un d'autre. J'avais pas un ami ou une amie dans mon enfance. En fait, c'est bizarre, mais je pense que quand tu aimes ça, quand c'est quelque chose qui te... Je pense qu'il faut avoir une certaine dose de solitude pour aimer écrire, pour être attiré par ça. Je pense que quand t'es beaucoup dans la vie, dans les rapports avec les autres, et que t'es un enfant qui est dans des groupes, je pense pas que tu aies un penchant pour l'écriture si tôt. Moi, c'est que j'étais un enfant plutôt solitaire. Et on dirait pas comme ça maintenant aujourd'hui, parce que je suis devenue très bavarde, mais je parlais pas beaucoup, j'écoutais beaucoup les grands. J'étais assez en retrait, j'étais très observatrice. Et du coup, j'avais un monde intérieur hyper riche et j'écrivais beaucoup. C'était mon moment à moi, en fait. Tu vois, donc j'ai pas partagé ça avec grand monde. Après, c'était plus des adultes, en fait, avec qui je partageais cette passion-là. Notamment les bibliothécaires. Quand j'ai commencé à aller à la bibliothèque, il y avait des bibliothécaires avec qui je pouvais parler de ça, qui me conseillaient des livres. Enfin, c'est une passion que j'ai pas partagée avec des enfants de mon âge, non. Et vous parliez beaucoup à la maison ? Ou c'était pour toi un moyen, justement, un refuge pour pouvoir exprimer ce que tu ressentais ? On parlait, c'est-à-dire que plutôt ma mère, c'est elle. J'ai entendu beaucoup d'histoires.
mais c'est que j'ai pas encore pris la place de celle qui raconte avant un certain âge. C'est pas qu'on était dans une maison où il y avait du silence, où c'était pesant et que j'avais besoin de trouver un échappatoire. C'est plutôt que j'ai pris un temps où j'ai beaucoup écouté. Et puis après, j'allais me créer cet espace avec tout ce que j'avais entendu et puis mélanger avec mon imaginaire à moi. Donc c'était plutôt ça. C'était plutôt de la stimulation et ensuite aller faire ce geste de l'écriture, quoi. D'habitude, on commence toujours par l'enfance, l'environnement dans lequel notre invité grandit. On y arrive là maintenant. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu dans quel environnement, à quelle période, dans quel contexte tu grandis ? Alors, donc moi, je suis née en 1985. Je suis née à Bobigny, mais j'ai toujours vécu à Pantin. À l'époque, on est une famille de 5 personnes, donc mes parents. J'ai une sœur aînée, un petit frère. Et j'ai grandi jusqu'à l'âge de mes 9 ans dans un quartier qui s'appelle le quartier des 4 Chemins, même exactement qui s'appelle Magenta. Et donc, il y avait beaucoup d'appartements insalubres. Il y a beaucoup d'enfants de mon entourage, chez les voisins, etc., qui souffraient de saturnisme. Enfin, c'était un quartier qui a été vraiment, pour la plupart de ces immeubles dans lesquels moi j'ai grandi, ça a été rasé. Ça a finalement été rasé. Mais donc, jusqu'à mes 9 ans, j'ai grandi dans un appartement insalubre où il n'y avait pas l'eau courante et pas de chauffage. Donc, les conditions matérielles, c'était compliqué. On devait aller se doucher au bain public. Et on avait, en termes de matériel, on n'avait rien. Ce qui, pour moi, est une prouesse que j'attribue à mes parents, c'est vraiment qu'ils nous ont fait grandir dans une situation pénible, mais sans qu'on ait conscience de la difficulté en fait au quotidien, même si on s'en rendait compte. Moi, je voyais quand même, je pense plus que ma sœur même. J'avais une forme de lucidité, je voyais bien que ma mère, des fois, elle allait au jardin public pour remplir des seaux d'eau, parce qu'il n'y avait plus d'eau et qu'il fallait remplir de l'eau en hiver. Quand elle était enceinte de mon frère, j'ai des images, des souvenirs comme ça. Je garde quand même le souvenir d'une enfance heureuse, malgré tout. Aussi, ce que je peux dire de mon enfance, c'est un sentiment qui est resté longtemps très présent. C'est que j'avais le sentiment que c'était une enfance qui était... en fait, que c'était une période de transition. Moi, j'étais persuadée qu'on allait rentrer en Algérie. Parce que j'ai grandi donc avec des parents qui nous ont eu plutôt tard, par rapport à leur génération. Moi, j'ai un papa, Allah yarhamou, qui était né en 1934, qui est arrivé en France en 1952, donc avant la guerre d'Algérie, tu vois. Et ma mère, elle est née en 49. Ils nous ont eu plutôt tard, les deux. Ce qui fait que eux, j'hérite de ce truc du mythe du retour qui est normalement porté par la génération d'avant, par des gens qui sont plus âgés que nous, la génération typiquement de tous les jeunes gens d'origine maghrébine qui avaient participé à ce qu'on appelle la marche pour l'égalité contre le racisme en 1983. Et je porte en fait cette histoire-là. Donc des fois, je me sens souvent en décalage avec les gens de ma génération parce que moi, j'étais persuadée qu'on allait rentrer en Algérie. Je me projetais pas du tout dans une vie en France. J'avais toujours entendu dire que quand mon père il allait prendre sa retraite, on allait rentrer. Puis finalement, on n'est pas rentré. Donc pour moi, cet appartement, ces conditions de vie, le fait même d'aller à l'école, d'apprendre à lire le français, etc., c'était comme, pour l'instant, ça se passe comme ça. Et après, on va finir par rentrer. Et puis tous les étés de mon enfance, à une exception près peut-être, on est quand même allé en vacances en Algérie pendant 2 mois. D'ailleurs, je pense que c'était 2 mois et demi. Même des fois, sans vouloir inquiéter les autorités, 3 mois. Des fois, moi je me rappelle une année avoir fêté mon anniversaire en Algérie, sachant que je suis née le 7 juin. Ce qui n'est pas normal. Donc, on passait beaucoup de temps là-bas, donc j'ai vraiment eu l'impression, et voilà. Donc, tu vois, il y a vraiment, pour moi, deux enfances. L'appartement insalubre, vu sur des égouts et des conduits, et l'Algérie, la lumière, la ferme de mon grand-père, les figuiers, enfin, tu vois, il y avait vraiment ces 2 moments-là. Ces 2 trucs. J'ai à la fois un souvenir extrêmement sombre, extrêmement l'humidité et tout ça, et à la fois ces moments de joie, de lumière et tout pendant les vacances en Algérie. Donc, ils nous mentent alors sur Beurre FM, parce que moi j'ai le souvenir, on a le même âge. Ouais. Moi je me souviens que Pantin, j'entendais à la radio en tout cas parler que des robes de mariage. Ouais. Apparemment c'était l'endroit où il fallait aller pour les robes. C'était à 2 pas de chez nous, c'était les galeries Tommy. Oui. Tu vois ? 4 chemins, ouais, exactement. Ouais. Donc ils nous ont menti. Ouais, derrière la galerie Tommy, il y avait des galères Tommy. Ouais. Un autre monde. Ok, donc ça c'est l'enfance, c'est hyper intéressant ce que tu dis avec ce côté temporaire. Je pense que tous les gens de notre génération l'avaient plus ou moins, c'est plus ou moins marqué, mais c'est vrai qu'on entendait, ou tout le monde a plus souvent entendu ses parents dire quand on sera en retraite, on retournera. Donc il y en a qui voulaient pas, il y en a qui étaient ok. C'était une période un peu
un peu particulière, on va dire. Et donc ensuite, on a parlé d'écriture, ton enfance, et on arrive forcément là où nous, on te découvre, où le monde te découvre, premier livre. Et je sais que tu as souvent raconté l'histoire, mais est-ce que tu peux nous la raconter à nouveau, s'il te plaît? Comment ça arrive? Donc pour faire le contexte, après je fais une avance rapide sur entre les 4 chemins, cette enfance et le moment du livre. On emménage avec ma famille enfin parce que notre bâtiment finit par être détruit. On nous attribue un logement social dans le quartier des Courtilières, donc toujours à Pantin. Ça paraît étrange parce qu'on arrive en 1994, donc à ce moment-là, le quartier, il est très mal réputé, les appartements, c'est pas du tout le luxe. Mais nous, quand on arrive, en fait, on a une salle de bain, on a des chambres, le chauffage au sol. Genre, j'ai l'impression qu'on a, glow up. Moi, dans mon souvenir j'avais à peu près ton âge, Kaina, tu vois, entre 9 et 10 ans quand on est arrivé. Et j'étais, pour moi, c'était incroyable. C'était la vie de château, vraiment. Donc, j'ai un très, très bon souvenir de mon arrivée dans ce quartier. Après, très vite, comme il y avait vraiment ce qu'on appelle un désert culturel, il n'y avait pas grand-chose dans le quartier pour les jeunes du quartier, pour les adolescents. Il y a un professeur dont j'ai fait la rencontre en étant élève dans le collège où il enseignait, qui s'appelait Boris Seguin, et qui était un prof de français. Et en fait, lui, il a décidé, d'abord de faire travailler aux élèves du collège, de valoriser leur langue. Donc, il a publié des textes, déjà des romans, des livres, pas des romans, des recueils de textes écrits par ces élèves-là. Et donc, il a commencé à faire parler de lui et du travail qu'il faisait avec ses élèves. Une année, il a décidé d'ouvrir une association qui s'appelle Les Engraineurs, dans laquelle on pouvait venir pour écrire des scénarios de courts-métrages. C'était le tout début du matériel vidéo qui était facile à transporter, tu vois, qu'on pouvait utiliser nous-mêmes. Et moi, en fait, j'avais donc 13 ans et je suis arrivée dans cet asso. Et en fait, sur ses conseils, quoi. Et puis, j'ai écrit avec eux des courts-métrages. Ça a duré quelques années. Et puis, un jour, j'écris sur des feuilles de classeur, dans le bureau de l'association, le début d'un texte que j'ai appelé Kiff Kiff Demain, avec, mon petit stylo plume. Et lui, donc Boris Seguin, il lit par-dessus mon épaule ce que je suis en train d'écrire et il me dit... et je le vois rire, en fait. Et il me dit, qu'est-ce que tu es en train d'écrire et tout. Et je lui explique que c'est un texte que j'ai écrit, mais comme j'en ai écrit 1000 autres avant, qui ont fini dans la poubelle de la cuisine de ma mère, tu vois. Sauf que là, il le prend, il me dit, est-ce que je peux l'emporter pour le faire lire à quelqu'un? Et moi, je lui dis oui, parce que j'avais pas d'attachement spécialement à... Tu vois, j'écrivais vraiment pour mon plaisir. Et il l'emporte, et en fait, une semaine plus tard, sa sœur, qui s'appelait Isabelle Seguin, ils nous ont quittés tous les deux, malheureusement, c'était des gens vraiment formidables. Donc, elle m'appelle pour me proposer de finir ce texte et d'en faire un roman. À ce moment-là, j'ai 17 ans. Et j'ai tellement aucune conscience de ce que ça implique de publier un roman que je dis oui, sans réfléchir. Puis je finis le texte, j'en parle même pas à mes parents parce que ça me paraît, je pense, beaucoup trop surréaliste. Et quand je termine le texte, on fait, je crois, une après-midi de correction avec un des éditeurs. D'abord, je signe le contrat, donc j'emmène ma mère et c'est là que je lui explique ce que je fais. J'étais mineure, donc il fallait la présence d'un parent. Je signe le contrat avec ma mère. Et de là, en fait, on finit le livre, il est publié. J'ai le souvenir du premier exemplaire que je reçois chez mes parents. Et vraiment, pour moi, le moment, et jusqu'à ce jour, c'est-à-dire jusqu'au jour aujourd'hui où je vous parle, le moment le plus émouvant, le temps le plus fort de ma vie, en tout cas ma vie professionnelle, c'est vraiment le moment où je reçois le livre et que je vois le nom de mon père sur la couverture. Pour moi, le succès, c'est là, c'est ça, c'est ce moment-là. Parce que tout le reste, après, les chiffres, enfin le truc qui s'emballe et tout, j'ai été un peu dépassée. Mais moi, je me suis dit, le nom de mon père qui est arrivé en France dans ces conditions-là, qui a travaillé à la mine, et ensuite qui a été maçon, il est sur un livre, son nom, quoi. J'avais l'impression de racheter mon père. Il y avait vraiment quelque chose où... Pas parce qu'il y a une autrice qui s'appelle Annie Ernaux qui a parlé de venger sa race. Et moi, je dirais plutôt racheter quelque chose. Comme réparer une injustice que je saurais pas... en tout cas, surtout pas à cette époque-là, je n'aurais pas su décrire. Mais il y avait quelque chose qui faisait que j'avais l'impression d'avoir racheté quelque chose pour mes parents. Voilà, l'histoire, c'est ça. Et puis après, il y a eu un article... le premier article qui était sorti dans le Nouvel Obs, une double page sur le bouquin. Le titre de l'article, c'était Le Monde selon Faiza, donc un truc un peu surréaliste pour moi, quoi. Et puis de cet article-là, c'est vraiment l'emballement médiatique. Et puis les livres se vendent, on réimprime, parce qu'à la base, il y a juste 1500 exemplaires qui sont Ok, il finira à combien? Un peu plus de 450 000.
Incroyable. Et les traductions, enfin, après, il a été traduit dans 27 pays. Donc voilà, moi j'avais 19 ans, j'étais complètement dépassée par la situation. On a une petite question de la part de ma maman, parce qu'elle se posait une question, donc on va la poser pour elle. D'accord. Et lorsque tu as écrit ton premier livre, est-ce que tu as été prise au sérieux ou as-tu été traitée avec condescendance par le monde de la littérature et des médias ? Eh bien, d'ailleurs, je vous renvoie vers le documentaire de Keira Mamri, grâce à qui on fait le podcast aujourd'hui, que je salue. Elle a fait un film qui s'appelle Nos plumes, qui est sorti en 2016, dans lequel, justement, la question elle est abordée de comment on est traité quand on est un auteur ou une autrice issu, ce qu'on appelait issu de... Même si je déteste l'expression, mais c'est ce qu'on disait, issu de la diversité, des banlieues... qu'on est racisé, etc. Comment on est reçu dans un milieu aussi élitiste que celui de la littérature en France. Eh ben oui, évidemment, j'ai pas été prise au sérieux, même si il y a eu cet énorme succès. En fait, j'ai pas été considérée comme une autrice, comme étant quelqu'un qui avait fait de la vraie littérature. D'abord, faut rappeler que le contexte de l'époque, donc c'est 2004. On est dans la période où il y a eu la loi sur le voile à l'école, l'interdiction du voile à l'école. On est dans la période où, donc c'est 1 an avant les révoltes urbaines de 2005. C'est une période où ça commence, moi je pense à ce moment-là vraiment à devenir un peu plus évident que on n'a pas notre place. Je trouve que c'est à partir de cette période-là. Et ce truc de Kiff Kiff Demain, ça a été comme on avait envie de quelque chose de positif autour de la banlieue et c'est juste le bon moment. T'es au bon moment, au bon endroit. C'était vraiment pas dit que ça marche en plus. Parce que honnêtement, moi je me rappelle de l'éditrice qui me dit écoute Faiza, si on en vend 1000 exemplaires, ça sera déjà super. Elle essayait elle avait peur que je m'emballe trop, que je sois déçue. Mais moi quand elle m'a dit 1000, déjà c'était un truc de fou, c'était incroyable. Mais effectivement, quand je suis arrivée, et je dis souvent une chose pour qu'on comprenne clairement, j'ai fait à peu près tous les médias possibles. Mais j'ai jamais fait les pages culture. C'était souvent dans les pages société. C'est-à-dire que pour les gens, je n'étais perçue pas comme un auteur, mais comme un phénomène. Et surtout une voix, la voix des banlieues. Comme s'il y avait personne d'autre qui pouvait raconter ce qui se passait. Comme si on était dans un autre pays, quoi. J'avais l'impression d'être l'ambassadrice d'un pays inconnu et que j'allais dire au monde, à la France, voilà comment nous vivons dans les banlieues. Sachant qu'en plus, j'avais écrit un texte de fiction qui n'était pas ma vie. Il y a eu un gros malentendu. En fait, on a passé beaucoup de temps à me demander de vrai du faux, c'était mon histoire, pas mon histoire. Enfin voilà, il y a eu un gros malentendu. Ouais. Mais t'as dit dans une interview justement que des banlieues, c'était devenu un peu ton nom de famille à l'époque. Ouais. On te le sortait tout le temps. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tes parents, ils soutenaient ton projet d'écriture ou ils étaient pas d'accord ? Ils te trouvaient trop jeune ? Mes parents, ils avaient, les pauvres, pas du tout, encore moins que moi, idée de ce qui allait se passer, de ce que ça voulait dire. Enfin, tu vois, c'est des gens ils ont pas imaginé que ça pouvait être un métier, d'abord. Je pense qu'ils ont été un peu inquiets pour moi parce que, d'un coup, j'étais très exposée. Puis, ils ont eu une forme d'inquiétude. Mais en même temps, ils me faisaient une grande confiance. Je pense, mais depuis petite, ils savaient. Ma mère, elle me le dit aujourd'hui, quand je lui pose la question, elle me dit, tu sais, je saurais pas comment t'expliquer, mais depuis que t'es petite, je sais que tu peux te débrouiller. J'avais confiance, je savais que t'allais te débrouiller, que t'étais dégourdie. Elle me disait ça. Donc c'était paradoxal parce que en même temps c'était mon truc à moi. Eux ils avaient l'impression de pas comprendre, de pas savoir ce que c'est, puis et en même temps des gens très pragmatiques, très terre à terre. Donc mes parents, tu vois, pour eux, le fait d'avoir une enfant qui publie un roman et qui a du succès, c'était pas différent d'avoir une autre enfant. Ma sœur, elle était technicienne de laboratoire à l'époque. Tu vois, donc ils nous ont mis en fait nos réussites à égalité. Il y avait pas... Parce qu'après, nos parents sont d'une génération où c'est tellement différent pour eux. Je veux dire, être connus... En tout cas, mes parents, ça les a jamais intéressés. Tu vois, ils sont pas du tout là-dedans. Ma mère, en fait, ce qui l'intéressait, c'est de savoir si on était bien, si on avait bien mangé, tu vois, si on dormait bien. Et puis après, en grandissant, en fait, en gros, ta mère, elle te dit, t'as fait ta prière, ça va, t'es pas malade, tu manges bien. C'est tout ce qui les intéresse. Et je pense que vraiment, ça, c'est hyper sain. Et c'est ce qui m'a permis de pas péter les plombs. Parce qu'à 19 ans, tout ce qui m'est arrivé, en fait, maintenant avec le recul, si ça arrivait à ma fille, je pense que je serais très inquiète, tu vois. Justement, comment t'as géré, toi, cette notoriété en étant aussi jeune ? Ce qui était difficile, c'est de pas être comprise. Ce qui était difficile, c'est de faire face à des gens qui étaient... en fait, faire face à ce qui était violent, ce dont j'avais pas forcément l'habitude avant.
déjà ce mépris, tu vois, la question de ta maman, j'y reviens, mais vraiment cette condescendance. Parce que c'est pas vraiment de l'hostilité. Tu vois, en fait, même quand tu grandis dans un quartier, il y a des règles. Tu sais à peu près, tes ennemis, tes amis, avec qui tu te fâches pas, les rapports, les codes. Et là, t'arrives dans un monde où on te fait un sourire, mais en même temps, on peut te dire un truc extrêmement raciste, extrêmement désagréable et désobligeant, tout en ayant l'impression de te faire la charité, de t'aider, de te sortir de ton trou, de ton ghetto. Donc, il y a vraiment quelque chose qui était perturbant pour moi. Et à la fois, je rentrais à la maison et puis c'était la vie normale. Tu vois, donc ça m'a vachement aidée. Mais c'est vrai que cette période, elle a été, avec le recul encore plus, je me rends compte que ça a été très violent, en fait. Parce que j'ai perdu toute mon innocence. Nous, on s'est remis quelques interviews de l'époque en préparant cet épisode. Et on est retombé sur ton passage chez Ardisson. Où à l'époque, c'était normal, entre guillemets. Il y avait quelques ovnis qui s'appropriaient l'émission, Jamel, Eric et Ramsey, Lucchini. Ouais. Mais avec du recul, c'était hyper violent. Mais tellement. C'était un très mauvais souvenir. En fait, il faut savoir que pour les gens qui regardent, par exemple, les extraits qu'on voit autour de certaines personnalités, ou des fois quand on va dénoncer un petit peu ce qui se passait dans les émissions de télé de l'époque, on a l'impression, on se dit ouais, c'est l'époque qui voulait ça, mais c'était déjà violent pour moi à l'époque. Je pense que quand tu reçois ça, quand tu étais une femme d'origine maghrébine, je t'en parle pas, mais à l'époque, c'était déjà dur à vivre. Et moi, je me souviens que je disais déjà, je voulais pas qu'on m'appelle Beurette. Je voulais pas qu'on dise la beurette. Et je le disais. Et je disais non, mais en fait, ne m'appelez pas comme ça. C'est juste que c'était pas entendu. C'est juste que les gens qui étaient dominants, en fait, on était trop peu nombreux à dire et à dénoncer la manière dont on était perçu, traité. Mais c'était déjà violent pour moi, à 19 ans, d'être chez Ardisson, qui avait pas lu le livre, évidemment, des vannes de Laurent Baffy qui étaient vraiment maladroites et vexantes, qui me parlaient de mes grands frères supposés. Tu vois, genre, ça, à l'époque, ça m'avait déjà énervé. Mais quand toi, t'es là, je pense que t'as conscience que, d'abord, on te regarde, tu peux pas te décevoir, tu peux pas te comporter de manière agressive, parce que tu sais, en fait, on a en nous des alertes, on le sait, je sais pas comment expliquer, mais on le sait naturellement, qu'on peut pas déborder parce qu'on va dire la fille arabe agressive, et tu sais que t'es sur un bateau et t'es pas seul, t'es avec tous les tiens. Et que si tu dis un truc qui déconne, tu fais couler tout le monde. Donc tu ne peux pas te permettre. Et je sais pas comment, personne nous a fait la leçon, mais on le sait, de manière innée, tu le sais, tu vois. Donc du coup, je pouvais pas non plus me fâcher ou... Non, t'avais conscience que c'était potentiellement ce qu'on pouvait aussi attendre de toi. Exactement. À ce moment-là. Ouais, parce qu'en fait, clairement, quand tu regardes l'extrait, aujourd'hui, tu vois bien que c'est limite, on me pousse dans mes retranchements et qu'en fait, on dirait qu'on attendait que je sorte de mes gonds, que je joue à la fille de cité, ce que j'avais pas envie de faire. Ouais, dans l'intonation, c'était très bizarre. Dans le choix des personnages aussi, je crois que c'est Youssef, c'est ça qui a fait de la prison, et exactement. Tu lui dis, en fait, c'est le moins intéressant. Si, il devient islamiste après, c'est trop cool, tu vois, c'est... Terrible. Franchement, c'était violent. Mais tu te sens aussi dépossédé de ce que tu racontes, puisque je rappelle que quand j'ai écrit ce texte, je ne savais pas que j'allais être lu par autant de monde. Mais si j'avais su que j'allais être lu par 450 000 personnes, c'est évident que j'aurais pas écrit ce que j'ai écrit. Tu vois, là, j'ai écrit un truc sans supposer que des gens allaient me lire, avec des mauvaises intentions ou une mauvaise perception. Mais quand tu le sais, t'as pas envie. Tu vois, comme on dit, tu laves ton linge sale en famille. Il y a quelque chose que j'aurais essayé de protéger davantage. Et en même temps, il y a tellement de gens comme nous qui m'ont lu et qui se sont reconnus dans une forme de vérité, d'authenticité, que je regrette pas non plus de l'avoir présenté au monde comme ça, ce livre, finalement. Oui, et puis t'as été aussi vachement soutenu à l'époque. Ouais. Quand tu dis les miens, ceux que je ne peux pas décevoir, il y avait énormément de personnes qui... Moi, je me souviens, on a le même âge, mais j'aurais été incapable de faire un dixième de ce que tu as fait à cette époque-là. J'avais pas du tout pas les mêmes idées, mais j'étais loin. Parce qu'en fait, on n'avait pas beaucoup de références de notre génération. Enfin, tu vois, de l'entre-deux, c'est-à-dire des enfants d'immigrés, mais pleinement nés en France et pleinement dans l'époque. C'était difficile, à part dans le rap, dans des espaces culturels comme ça, on pouvait trouver des choses, mais c'était pas le rap, c'était dénigré. C'est parce qu'aujourd'hui, c'est devenu mainstream. Non, parce que ça vend. Ça vend, mais à l'époque, quand on écoutait, je sais pas moi, tu écoutais Assassin, c'était pas, tu vois, voilà, c'était pas très valorisé en tout cas. Où as-tu trouvé l'inspiration pour écrire tous ces livres ? Ça dépend des bouquins, ça dépend du moment, mais en règle générale, moi, je dis souvent que très proche autour, il y a plein de choses qui m'inspirent, et c'est souvent nos histoires, c'est-à-dire je vais le dire un peu grossièrement, mais en fait, chez les pauvres, chez les Arabes, chez les Noirs, chez les miens, en fait, dans nos histoires à nous de minoritaires, disons, qui n'existaient pas dans les livres que je lisais ou dans les films que je regardais, etc.,
de la même manière que je vous ai dit tout à l'heure que j'ai l'impression de racheter quelque chose pour mon père, quand j'écris nos histoires, j'ai l'impression de réparer quelque chose de déséquilibré dans le monde qui nous a fait mettre au mauvais endroit, nous. Et donc, j'ai le sentiment qu'il y a des choses à raconter qui méritent d'être racontées. Et donc, voilà, souvent, mon inspiration, c'est des choses très ordinaires, qui ont l'air ordinaires, en tout cas. Moi, j'allais dire qui ont l'air ordinaires, parce que tu les racontes extrêmement bien. Peut-être qu'on reviendra plus tard dessus. J'ai deux, trois points, justement, à aborder avec toi. Combien de temps ça prend d'écrire un livre ? Alors ça aussi, c'est tellement dépendant du contexte dans lequel tu l'écris, de ton état d'esprit, de ton humeur, du sujet du livre. Des fois, ça nécessite beaucoup plus de temps. Et je pense que ça dépend de ton rapport à l'écriture. Moi, j'ai un rapport à l'écriture qui fait que je peux pas écrire et aller mal ou être préoccupée par d'autres choses. J'ai besoin de créer vraiment un truc, un espace où je suis totalement dans mon texte, de me plonger vraiment. Donc, ça demande de l'énergie, du temps et de s'organiser pour ça. Donc, en fait, c'est vraiment aléatoire. C'est trop dur de répondre à cette question. Je peux te dire qu'il y a des livres que j'ai écrits en 3 mois et qu'il y a des livres qui m'ont pris 5 ans. Tu vois, Un homme, ça ne pleure pas. Je l'ai écrit pas tous les jours, tu vois. Je l'ai abandonné pendant 3 mois, repris. Tu vois, c'est ça aussi l'écriture. En fait, moi, j'écris pas comme à l'école. Je pense que je me mets jamais devant mon ordinateur en me disant allez, je vais trouver un sujet. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est même impossible à expliquer. Ça vient en fait. Tu vois ? Il y a quelque chose comme, tu disais, est-ce que c'est un don, l'écriture? C'était la première question. Eh ben, ce don, c'est un cadeau. Tu sais pas quand tu vas le recevoir. Et à un moment, il y a quelque chose qui va venir, une sensation, même pas une idée. Pour moi, c'est jamais là. Et quand je parle d'écriture, souvent, je mets mes mains sur le ventre. Il y a quelque chose de tellement instinctif, et t'as une image qui te vient, comme quand tu fais un rêve. Tu décides pas, en fait, tu vois, ça te vient. Et du coup, je vais écrire. Des fois, même, c'est un mot ou une phrase qui s'agence dans ma tête et je vais la noter, ça va m'amener une idée, qui va m'amener une autre image, enfin. Il y a des livres qui ont commencé par une sensation, tu vois, et puis après, voilà. Et quand je commence, je sais jamais où je vais et comment je vais le finir. J'ai pas un plan. Je fais confiance à cette intuition et je me dis, on verra bien où elle va m'amener, puis voilà, j'écris comme un chat, tu vois, je retombe sur les pattes, et puis après je me dis, oh waouh, à la fin du livre, je me dis, mais c'est fou quand même ce truc. Donc voilà, donc tu vois, il y a des livres qui m'ont pris beaucoup plus de temps parce que les conditions n'étaient pas réunies, et aussi parce que je suis pas une acharnée. Parce que j'ai trop confiance dans ce que je vous décris. Donc j'attends. Si ça vient pas, si par exemple je suis pas dedans, j'attends jusqu'au moment où ça viendra. Parce que je trouve je veux pas souffrir dans mon écriture. Je veux pas que ça soit difficile. Voilà. Est-ce que quelqu'un t'a aidé à écrire tous ces livres ? Est-ce qu'ils t'ont aidé à t'inspirer ? Je vais répondre de manière très spontanée. Pour moi, c'est Dieu qui m'a aidé. Mais j'ai pas quelqu'un qui m'a aidé à écrire. Par contre, j'ai des amis, des gens, des ressources, tu vois, autour de moi, des gens que ça intéresse, qui aiment ça, avec qui je partage cette passion-là pour l'écriture, la littérature, aujourd'hui, en tant qu'adulte. Et du coup, il y a quelques personnes dont la vie m'intéresse beaucoup, qui comptent pour moi. Et du coup, je vais leur lire des passages. En cours d'écriture, je vais partager ça avec ces gens. Parce que je sais que leur regard, il va être précieux. Ou parce que, par exemple, sur un sujet que je suis en train de développer, en discutant, ça peut me stimuler pour me donner d'autres idées. Donc, ouais, à ce moment-là, oui, mais c'est pas vraiment m'aider à écrire. Ça, c'est autre chose. Tu l'as dit dans plusieurs interviews. Moi, j'adore quand tu dis ça parce que c'est ce que je ressens quand je te lis. Tu montres souvent ton ventre quand t'écris. Tu parles d'émotions, de trucs. Moi, c'est vraiment ce que ça me fait aussi quand je te lis. Ça me rappelle énormément de choses. Je trouve que mais je te l'avais déjà dit il y a quelques temps, que t'as un sens de l'observation qui est fou. Et des fois, même des choses que nous, on ressent, t'arrives à mettre un mot dessus. Alors qu'on s'est jamais vraiment senti obligé de le définir. C'était comme ça, tu vois. Et toi, t'arrives à mettre des mots dessus. Et t'as un style qui alterne entre la punchline, ça va très vite, où tu vas décrire une situation hyper drôle, hein, et boum, le chapitre d'après, c'est un peu plus grave, où tu vas décrire Et donc, on joue, on passe d'une émotion à une autre. Et donc voilà, moi je voulais juste te dire que je te remercie, Samy. Je trouve ton écriture Merci. hyper touchante. Merci beaucoup. Donc voilà, donc je comprends ce que tu dis quand tu montres ton ventre. On ressent aussi ces choses-là. Et c'est vrai qu'en plus c'est quelque chose qui est pas. Je trouve que c'est récent que ce soit valorisé de parler de ça de cette façon-là. Parce que souvent on demande par exemple aux auteurs s'ils ont des rituels
tu vois, ce qu'on appelle des rituels d'écriture. C'est-à-dire une routine. On demande aux auteurs, mais comme s'il y avait un mode d'emploi. Comme si c'était comment on devient écrivain. C'est quoi être un écrivain? Eh ben, c'est on se lève le matin. Tu vois, comme un médecin qui te donne une ordonnance, tu prends 2 comprimés le matin, 3 le soir. Enfin, moi, je trouve que aujourd'hui, on entend un peu plus, on va dire, des contre-discours de ce truc-là. Parce que d'abord, on n'a pas tous le luxe de pouvoir faire la même chose tous les jours à des heures fixes, de pouvoir prendre du temps pour écrire. C'est quelque chose de très bourgeois. D'avoir le luxe de pouvoir ne pas réfléchir à la logistique, ne pas faire à manger, ne pas vivre dans le réel, en fait, et avoir un bureau dans lequel tu as le luxe de t'enfermer 6 heures. C'est pas le cas de tout le monde. Donc voilà, donc j'aime bien l'idée de pouvoir aussi parler de l'écriture d'une manière organique, et pas nécessairement un truc très scolaire presque, tu vois. J'aime bien cette idée de dire, bon, bah moi j'écris quand je peux. J'ai des enfants et tout en tant que femme, que mère. Et puis voilà, on n'est pas tous au rentier, donc on doit travailler aussi par ailleurs pour payer le loyer. Et ben, c'est pas forcément des rituels d'écriture possibles, ces rituels-là. On a une question aussi. On voulait savoir, toi, personnellement, je parle pas forcément de ton public ou des médias, à quel moment tu t'es sentie légitime? Bonne question. En tant que romancière, scénariste ou peu importe. Il y a un moment où j'ai réglé cette question, où je me suis sentie libérée de cette question, et en tout cas, une première étape. Ça faisait déjà 10 ans que je publiais, donc tu vois, ça a mis du temps. Mais c'est quand j'ai publié Un homme, ça ne pleure pas. À la fois, il y a eu des choses un peu plus graves dans ma vie, et il y a eu quelque chose qui m'a rendue très adulte. Et donc, aussi, je pense que j'ai pris conscience que j'allais arrêter de laisser des gens qui n'avaient pas envie de nous voir là où on est, décider si oui ou non on avait le droit de prendre cette place ou pas, enfin, tu vois. Et je me suis dit, mais en fait, bien sûr que je suis un écrivain. Bien sûr que je sais raconter des histoires et même tant mieux que je suis pas allée à l'école. Tu vois, tant mieux que... Que tu sois pas formaté. Non, ouais. Parce qu'en fait, c'est ma liberté. C'est ça qui fait que... C'est ce qui fait mon sel, quoi, on va dire. Il y a un truc où j'ai vraiment assumé ce truc-là. Ouais, c'était en 2014, à la publication d'Un homme, ça ne pleure pas. Et ce qui est fou, c'est que d'ailleurs, c'est à ce moment-là où j'ai pris conscience de pourquoi je trouvais que c'était bien... En tout cas... ce qui était pour moi essentiel dans le fait d'écrire. Ce qui faisait que j'ai failli abandonner l'écriture. J'ai pas publié entre 2008 et 2014. J'ai été découragée vraiment par la manière dont mes livres étaient traités, dont on percevait mon écriture. Un truc qui m'avait minée, en fait. Et puis, des choses de la vie. J'avais perdu mon papa, il y avait des choses qui étaient un peu lourdes. Donc, tu vois, c'est une période où j'étais pas sûre que ça avait du sens, tout ça. Et puis, en fait... ce livre-là, il a comme tamponné quelque chose. Bien sûr que ça a du sens. Je reviens au tout début il y avait le livre, sur le premier livre, Le nom de mon père. Là, pour moi, c'était, en fait, ce que je suis en train de faire là, c'est de laisser des traces de nos vies, de nos existences, qu'il n'y aura pas de précédent. Parce qu'en perdant mon papa, là, j'ai pris conscience d'un truc très important pour moi. C'est qu'en fait, notre génération, entre nous et nos enfants, il n'y aura jamais l'écart qu'il y a eu entre nos pères et nous. Et s'il n'y a personne pour raconter ce truc vertigineux de ce qu'on a perdu en cours de route, ce qu'on est en train d'essayer de rassembler comme c'est comme si on faisait comme si on jonglait, quoi. Et que pour moi, ma manière de faire ça, de pas avoir l'impression de tout laisser s'effacer, c'était d'écrire des romans. Là, ça a vraiment pris du sens. Et donc là, j'ai dit non, je suis un écrivain et j'en ai rien à secouer de ce que les autres en pensent. C'est la réalité. Et puis après, ça a coïncidé avec le moment où tous les gens qui m'ont lu en 2004, qui m'ont lu, je sais pas, à l'âge de Kaina, à 10 ans ou à 12, 13 ans, ça devenait des adultes, tu vois. Et je commençais à rencontrer des lecteurs qui me suivaient depuis le début, qui étaient des gens qui étaient adultes et qui pouvaient commencer à me raconter l'impact que ça avait eu sur leur propre vie, sur leurs propres décisions, sur le fait de prendre confiance en eux, que ça leur a donné envie, eux aussi, de, tu vois, s'intéresser à certaines carrières auxquelles peut-être ils se seraient pas intéressés s'il n'y avait pas eu, on va dire, pour qui j'ai joué le rôle de modèle alors que c'était pas forcément mon objectif. Mais là, je me suis dit, purée, en fait, en plus, il y en a plein derrière qui vont peut-être faire des choses aussi pour prendre cet espace-là qui ne nous est pas offert. Et donc, ça m'a encouragée davantage. À l'occuper. Et donc, tu as eu beaucoup de retours de gens à qui tu as pu changer la vie, ou en tout cas changer la vision de la vie. Parce qu'on parle souvent d'un espèce de plafond de verre. Moi, là, par exemple, où j'ai grandi, devenir chauffeur de bus à la RATP, c'était le must, top du top. Évidemment. Super CE. D'ailleurs, j'ai mon frère qui y est, on le salue. Ouais, coucou. Mais c'était un peu, le top. Et tu as eu des retours, justement, de personnes à qui t'as permis de briser ce plafond de verre? Ouais.
Mais d'ailleurs, c'est ces retours qui me font dire ce que je suis en train de vous dire, parce que moi, j'aurais jamais imaginé ça. Enfin, tu t'imagines jamais que tu auras autant d'importance dans l'existence de quelqu'un ou qu'un livre va susciter des vocations, que tu as écrit comme ça sans savoir même qu'il allait être lu. Donc, c'est vrai que d'abord, c'est très émouvant. Je dois dire, et ça m'a donné beaucoup, et ça me donne encore plus que jamais, même aujourd'hui, beaucoup de force. C'est comme un carburant, quoi. Donc ouais, j'ai eu des témoignages vraiment très, très, très touchants, et notamment de jeunes femmes. Tu vois, alors pour être honnête, ça me touche d'autant plus que quand c'est des femmes qui sont des femmes de la diaspora, on va dire africaine dans son sens le plus large, c'est encore plus touchant pour moi. Parce qu'il y a l'histoire d'immigration post-coloniale, il y a plein de sujets qui nous rassemblent, ça, et puis des choses que tu n'oublies pas, tu vois, comme moi je me rappelle pour la discrétion notamment, où j'ai fait des rencontres en librairie. Et je me rappelle d'une librairie à Nanterre qui s'appelle la librairie El Ghorba Mon Amour. J'adore cette librairie et les filles de la librairie qui nous ont fait un super accueil. On avait fait une rencontre en 2020 où il y a une maman qui est venue avec ses 2 filles. Et la maman, elle était pas, elle était pas francophone, elle lisait pas, mais elle était venue avec ses filles. Et les filles, elles m'ont dit, en fait, notre mère, on lui a raconté ton histoire. On lui a traduit, c'est-à-dire ton livre, on lui a raconté l'histoire. Et elle a beaucoup aimé, elle est venue. Et tu sais, elle m'a fait des bénédictions, elle m'a fait des doigts et tout, mais ça... Enfin, je veux dire, mais aujourd'hui, je sais pas s'il y a beaucoup d'écrivains français qui peuvent se targuer de faire... j'allais dire de faire lire des gens qui ne lisent pas. Mais c'est ça, en fait. Et c'est pour moi le plus grand des cadeaux. Mettre à disposition un outil qui donne la sensation qu'il n'est pas pour nous, à des gens comme ça, c'est magnifique. C'est la meilleure des récompenses. Justement, tu parles souvent, en tout cas, tu mets souvent en avant des personnes dites invisibles dans tes romans. On pense à déjà Doria, qui est un peu la jeune fille que personne regarde, jamais invitée au mariage avec sa mère. Et tu donnes vraiment vie à ces personnages, que ce soit Yamina aussi dans La Discrétion. Donc là, tu nous expliquais justement pourquoi tu voulais le faire. Est-ce qu'il y a d'autres types de personnages que tu n'as pas encore mis en avant et qui sont dans ton esprit ? C'est difficile à dire comme ça, parce que ça me vient pendant que j'écris. J'ai envie de dire probablement oui. Certainement, tu vois, il y a certainement des gens qui traversent des choses que j'ai pas explorées. C'est marrant parce que là, je pense que t'arrives à un moment où pendant que t'écris, en fait, ce qui se passe autour de nous, nos préoccupations en tant qu'auteur, ça se ressent dans les livres que tu écris. Donc, moi, en ce moment, ce qui me préoccupe beaucoup, comme beaucoup d'entre nous, c'est la situation en Palestine. C'est notre manière d'être sourd et aveugle à ce qui se passe. C'est à quel point toutes les questions qu'on s'est posées, comme on est de la même génération, peut-être que ça va te parler, mais moi je me rappelle que la séquence en histoire sur la Shoah, ça m'a vraiment bouleversée. C'est-à-dire, après j'étais certainement une jeune fille particulièrement sensible, mais tu vois, j'ai lu Primo Levi, ça m'a vraiment beaucoup questionnée à l'âge, en plus 16-17 ans. Tu te poses des questions sur la mort, sur la vie, enfin tu vois, c'est des questionnements que tu commences à avoir. Et je me dis, comment c'est possible qu'on ait laissé faire ça ? Comment c'est possible que on ait, en France, par exemple, été collabo, en fait. Comment on a pu donner des moyens et des outils à ces gens de commettre ces horreurs ? Et aujourd'hui, quand tu regardes dans le monde contemporain, c'est-à-dire pendant qu'on est en train de parler, voilà ce qui se passe de ce côté-ci du monde. Voilà que la colonisation, que l'apartheid fait encore des dégâts. Voilà que on est encore sourd et on est encore silencieux et on est encore aveugle. Alors qu'il y a tout ça qui est en train de se passer, qu'on avait juré que ça se reproduirait plus jamais, tu vois. Et voilà, c'est des questions qui m'interrogent beaucoup sur ce qu'on est en train ce qu'on est en train de laisser faire, de tolérer à ce monde, tu vois. Je pense qu'on a justement une démonstration de l'histoire. On a appris que c'était quelque chose d'horrible et c'était quelque chose d'horrible, et aujourd'hui on a la démonstration de voilà comment c'est arrivé. Exactement, c'est terrible. Mais ça remet en question énormément de choses du coup. Tu vois, sur comme si, en fait, le degré d'humanité, tu recevais une forme d'immunité à la barbarie, à l'horreur, parce que les gens qui t'ont précédé ont souffert et ont compris la leçon, mais ça se passe pas comme ça, malheureusement, tu vois. Donc voilà, ouais, en ce moment, je pense comme beaucoup de gens, on est vraiment, c'est ce qui me préoccupe et ce qui me fait le plus de mal. Clairement, on comprend. Dernier thème avant qu'on passe aux lectures de Kayna. On a regardé le film Sœur, ouais. Et il y a une scène qu'on aimerait débriefer avec toi, qui nous a troublés. C'est la scène où tu te retrouves avec Isabelle Adjani,
Rachida Brakni, Maïwen, sur une espèce de terrasse avec la mer Méditerranée en face de vous. Ouais. Et vous engagez une petite dispute, débat sur la binationalité. Alors, je vais partager moi ce que j'ai ressenti. En tant que binational, j'ai toujours eu le sentiment de ne pas forcément être apprécié ici et pas forcément être apprécié là-bas. Et ton personnage, il défend un autre point de vue, où il dit justement, mais en fait, vous voulez être aimé là-bas et vous voulez être aimé ici. Et c'est la première fois que je me suis posé cette question. C'est quoi, toi, ton analyse, ta vision de cette scène ? Alors, c'est ce que je fais dire à ce personnage, parce c'est une scène qu'on a improvisée dans les détails, mais on avait des grandes lignes, mais voilà, une fois que tu as compris un petit peu ce qu'on attendait de toi avec ce personnage-là, l'idée c'est d'avoir justement un discours qui n'était pas que nous on n'entend pas souvent. Mais c'était quoi cette jeunesse-là qu'a vécu pendant la décennie noire aussi, parce qu'il y a toute cette question de la guerre civile en Algérie, et que on change un peu on change la configuration. Tout à coup, on se dit, mais c'est vrai que nous, de notre point de vue, moi, il y a quelque chose j'ai fait le deuil d'un truc, c'est d'être comprise dans notre situation qui est particulièrement singulière quand même. Tu vois, surtout la diaspora algérienne en France, enfin, je veux dire, on a une histoire qui est d'abord extrêmement complexe, et on peut pas attendre de la compassion de la part de nos compatriotes algériens en Algérie, de notre génération, qui ont évidemment de ce côté-là du monde, l'impression que nous, on est des privilégiés, et on l'est, de fait. Parce que moi, si j'ai envie de voyager aux États-Unis, partir en Russie ou au Japon, j'ai un passeport français, donc je peux. Déjà, juste ça nous différencie. Et puis, on n'a pas du tout la même vie, la même expérience. Donc, eux, j'ai l'impression qu'ils sont pas prêts à nous entendre quand on parle de racisme, de discrimination, etc. C'est très difficile pour eux en tout cas, moi, dans mon expérience, je parle pour moi. Quand je discute avec des gens de mon âge, avec mes cousins, etc., je pense qu'ils se disent juste, mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Elle se rend pas compte de sa chance. Donc finalement, c'est un discours qui rejoint le discours d'extrême droite en France parfois. Tu vois, du truc, mais vous avez de la chance et vous plaignez. Tu vois, donc c'est difficile de sentir qu'on n'est pas entendu ni d'un côté ni de l'autre. Mais si tout à coup on se met de leur côté à eux, bien sûr qu'il y a des choses qu'il faut entendre aussi nous. Sur la manière aussi dont on se comporte comme des colons des fois, comme des colons blancs quand on va dans nos pays d'origine, qu'on a vite saisi le rapport de domination aussi, et qu'on passe notre temps à les traiter de blédards. Enfin, à un moment donné, c'est bien de se remettre en question sur aussi notre manière d'appréhender notre place dans cette espèce de hiérarchie, évidemment, qui a été imposée par l'histoire coloniale. On n'est pas... Mais, si on y regarde de plus près, leur point de vue, enfin, on ne fait jamais valoir ce point de vue-là. Non. Tu vois ? Même si pour nous, c'est délicat, parce que du coup, vers qui on se tourne ? Et dans quel espace on est vraiment chez nous ? Et parce que moi, je leur dis souvent, mais vous savez pas ce que c'est de grandir dans l'altérité, c'est-à-dire d'être l'autre. Tu vois, de la même manière que les Noirs qui grandissent dans un pays d'Afrique, je veux dire, avant d'arriver en Europe ou d'arriver dans un pays où il y a des Blancs, ils se rendent pas compte de ce que c'est être l'autre, être noir. Donc, tu vois, c'est pas la même expérience de vie. Enfin, voilà. Donc, il y a tout un ensemble de choses qui est à prendre en compte. Mais je trouve que c'est intéressant, justement, de faire valoir un point de vue différent. C'était hyper intéressant. Moi, j'ai toujours compris, si tu veux, ce décalage avec le rapport colonial qu'entretient la France avec l'Algérie. On est parti chez l'autre. Tu vois, la personne dont on a réussi à se défaire. Vous êtes parti habiter là-bas. Donc, c'était assez délicat parce qu'à l'école, tu apprends la révolution algérienne. Puis, tu vois ton cousin qui habite là-bas, donc il y a une incompréhension, mais j'avais pas forcément ce point de vue aussi de vous voulez être aimé là-bas et vous voulez être aimé ici. Et en plus, aimer, c'est le choix d'un mot, volontairement, parce que ça provoque quelque chose, mais le vrai terme, normalement, c'est reconnu. Et reconnu, c'est vrai qu'on l'est pas, on ne l'est pas. Ou en tout cas, on l'est en théorie. Mais j'ai le sentiment que justement, on a dû faire preuve de 2 fois plus d'imagination et de créativité pour se construire un pays, en fait. En fait, moi, j'ai le sentiment que je me suis fabriqué un pays, tu vois, parce que finalement, ce qu'on a imaginé, ce qu'on a inventé pour avoir une identité à nous, en étant des enfants de la diaspora, c'est aussi très... Enfin, des fois, c'est bien de savoir se dire, putain, quand même, les mecs, c'était pas facile, tu vois. Nos conditions n'étaient pas simples, mais on a réussi à créer un truc, ce qu'on appelait la contre-culture ou je sais pas quoi, la sous-culture en France. Mais tu vois, je veux dire, un langage, une musique, une manière d'être au monde, une manière et puis une habileté. Des fois, c'est bien de savoir se regarder dans ce qu'on a réussi à accomplir. On a réussi à créer une habileté, une capacité à s'adapter partout. Pour ceux comme nous qui sont binationaux ou qui ont aussi
la double et la triple langue même. Parler la langue des parents, parler à l'extérieur, dans la société, je veux dire. Et puis entre les deux, ce langage qui est notre langage à nous, ce qu'on appelait le langage de banlieue, qui était, même si c'est un peu maladroit de le dire comme ça. En fait, voilà. Des fois, c'est bien de valoriser ce qu'on a réussi à faire dans la contrainte, tu vois. Moi, je trouve que c'est de la magie même d'en être arrivé là. C'est bien de s'applaudir par rapport à tout ce qu'on a accompli. Ouais. On va passer au moment de la lecture. Donc, on va lire des passages de certains de tes livres. On en a sélectionné 4, donc 4 passages. Et donc, moi, je vais lire un passage de Kif Kif demain, qui est paru en 2004, chez Hachette Littérature. Aziz, il est sympa, mais dans son épicerie, t'as une chance sur 3 de tomber sur des produits périmés. Donc parfois, je vais à Malistar, une toute petite supérette qui existe depuis des années, même si elle a changé de nom plein de fois. Au moins 10 baptêmes différents depuis que j'habite ici. World Provision, Better Price, Tutti Prix. Le problème, c'est que tout le monde l'appelle différemment ce magasin, en fonction du nom qu'il a marqué. Donc je suis allée à Malistar pour acheter des serviettes hygiéniques, celles sans marque avec le paquet orange fluo, comme les combinaisons des dames qui font traverser les enfants devant l'école. Tôt le matin, déjà, vu l'aspect du paquet, c'est trop l'affiche. T'es vraiment pas en planque. Après, dans la cité, tout le monde sait que t'as tes règles. Au moment où j'arrive à la caisse, comme par hasard, la queue fait la distance du Paris-Dakar, et en vélo, parce que ça allait vraiment pas vite. Quand arrive enfin mon tour, encore un autre hasard de la vie, le paquet ne passe pas à la caisse. Ça faisait un bruit de 45 tours rayés à chaque fois que la caissière essayait. La caissière, c'est Monique, et on peut vraiment dire qu'elle a la honte de l'emploi. Elle est si plate qu'on pourrait la faxer, et à sa place, j'aurais porté plainte contre le coiffeur qui a osé faire cette coupe. Monique a beaucoup d'humour et elle doit ça aux cassettes vidéo de Pierre Palmade qu'elle visionne tous les dimanches après-midi. Bref, ce foutu paquet de serviettes, comme Monique n'arrivait toujours pas à le passer et qu'elle en avait marre, au lieu de taper le code barre comme ils font à Attaque, elle a pris le micro pour faire une annonce. Là, mes jambes ont commencé à trembler et des perles de sueur me coulaient sur le front, comme les démineurs de bombes avant de couper le fil rouge. Elle crie alors de sa voix grave. Elle n'avait pas compris que ça servait à rien, puisque c'est fait pour ça un micro à la base. Raymond, c'est combien le paquet de serviettes hygiéniques de 24+2 gratuites, modèle normal avec coussinet absorbant et ailette latérale protectrice? Elle hésite un peu et reprend. « Oh Raymond, tu dors ou quoi ?» Là, on a entendu une voix diabolique s'exclamer de ce honte de paquet valait 2,38 €. Le pire, c'est que j'avais même pas assez pour le payer et qu'elle m'a fait crédit. Merci Kaina. C'est Kaina qui a choisi le passage et qui voulait justement en parler un petit peu avec toi. D'abord, je me rends compte que ça coûte plus cher maintenant. C'était pas si cher à l'époque. Pourquoi tu as choisi ce passage, Kaina ? Qu'est-ce qui t'a plu dans ce passage ? C'est que c'est drôle parce que la madame, en fait, elle a pas compris qu'il faut pas crier dans un micro. Et puis, on a l'impression que elle a pas trop compris ce qu'il fallait faire dans son travail. Parce que normalement, quand on va au champ et que ça passe pas, ou à Action, ou à je sais pas quoi, il tape le code barre quand il n'y a pas de code ou que ça passe pas. Mais là, elle a pris le micro et elle a crié à tout le monde. Donc ça veut dire qu'il y a toute la queue de Paris-Dakar qui a tout entendu. Et du coup, elle était gênée. Et est-ce que tu penses que elle aurait été gênée si c'était 1 kilo de tomates ou un paquet de gâteaux? Non, parce qu'en plus, elle a fait exprès de prendre le plus cher parce qu'elle est pas très, pas très riche, elle est un peu pauvre. Elle est pauvre, même beaucoup même. Mais c'est aussi parce qu'elle a acheté quelque chose de personnel, que t'as pas trop envie qu'on dise très fort que t'as acheté ça. En tout cas, à l'époque, ça raconte aussi un truc, que quand t'étais une fille, il y a des choses qui ont beaucoup changé en 20 ans, mais il y avait des choses dont on avait honte, et que normalement, ça aurait pas dû nous faire honte. Oui, c'est vrai. Exactement. Merci pour la lecture, en tout cas. De rien. Tu lis très bien, Kaina. Merci. Donc, on va passer à la deuxième lecture. C'est toi qui vas la faire. Allez. C'est Kif Kif hier, paru en 2024 chez Fayard. Donc, on fait le contexte, c'est toujours Doria qui parle, mais cette fois... Oui. 20 ans plus tard. 20 ans plus tard. Après un long suspense, j'ai eu des nouvelles de Steve. Mon ex-jurassien m'a annoncé, par SMS, qu'après avoir quitté la maison, été mis à la porte, et pris ce temps de recul et de réflexion dont il avait besoin, 1 mois et demi sans voir son fils,
Il avait enfin pris sa décision. Il ne souhaite pas se séparer et il veut qu'on se donne une nouvelle chance. Il écrit aussi que si je m'entête à demander le divorce, il refusera le consentement mutuel et je devrais assumer le long et pénible parcours d'un divorce par altération définitive du lien conjugal. Parce que comme lui n'est pas d'accord, il ne fera aucun effort. Quand j'ai lu ces mots, j'ai enfin pris ma décision. Mes nerfs sont montés si brutalement que ça a dû provoquer un séisme dont on a ressenti les effets jusqu'à Chihuahua au Mexique. Oui, c'est une ville qui porte un nom de chien. Mais c'est peut-être l'inverse. Un chien qui porte un nom de ville. Qu'est-ce qu'on en sait ? Je pense qu'il est urgent d'adresser à Steve un courrier recommandé avec accusé de réception afin de l'informer au plus vite que nous avons quitté le 19e siècle et lui suggérer de nous rejoindre au 21e sans plus attendre. Il a cru que j'allais laisser passer ma vie aussi bêtement, que le reste de mes jours serait employé à imaginer tout le bonheur que je n'ai pas eu le courage de goûter. Tout ça en regardant au dehors, par une vitre embuée pendant que je raccommode ses vêtements, parce qu'il a pris sa décision. J'ai été beaucoup trop gentil avec lui. Gentil au point de lui faire oublier que j'ai une voix, une volonté et que je dirige ma vie seule. Si mon père s'est barré quand j'avais 15 ans, ce n'est pas pour vivre avec son suppléant aujourd'hui. S'il y a bien une chose que j'ai appris ces 20 dernières années, c'est que je n'ai pas besoin d'un père. Et ces 20 derniers jours, que je n'ai pas besoin d'un mari non plus. Je vais conduire mon propre camion. Et son chantage, il peut se le ranger là où je pense, juste à côté de son badge d'arty. Qu'il aille en enfer. Non pire, qu'il aille dans le Jura vivre avec sa famille de jurassistes. Merci. Merci Faiza. De rien. Pourquoi tu as choisi ce passage, Kaina ? En fait, moi, je choisis des passages qui font pas forcément rire ou que les autres n'aiment pas forcément. Mais moi, ça... Non, je sais pas, c'est quelque chose que... Ah là là, je sais pas comment dire. Est-ce que je peux te poser des questions, tu me dis ? Parce que moi, c'est un passage que j'aime bien. Et c'est vrai que c'est pas un passage qu'on remarque forcément du livre, mais c'est la première fois où elle s'affirme, où elle dit des phrases « je décide pour moi, j'ai une voix ». Tu vois, c'est pour un personnage comme Doria, surtout quand on a lu le premier volet, le fait de s'affirmer, c'est pas facile pour elle. Donc là, c'est vrai que c'est un moment où elle prend conscience que c'est elle qui décide de sa vie. Tu vois ? Je sais pas, peut-être que c'est pas ça spécialement qui t'a plu, mais en tout cas, est-ce que c'est ça que t'as aimé ? Oh, j'ai tout aimé. Ok, je te remercie. Mais c'est drôle que justement, elle s'affirme. C'est la première fois qu'elle s'affirme. Elle parle de père, de mari et de camion. Ouais. Comme si c'était un peu l'image de l'homme qui conduit son camion. Je vais conduire ce camion. Exactement. Donc maintenant, on passe à la 3e lecture. C'est papa qui va lire. De la discrétion. Et là, qui a choisi ce passage ? C'est papa. Lorsque Malika cite des auteurs, elle ajoute à chaque fois la formule « à ce qu'il paraît », qui affaiblit malheureusement la crédibilité de son propos, malgré l'exactitude de la citation. Elle intellectualise tout, la plupart de ses théories se tiennent plutôt bien. En donnant naissance à des fils, on reproduit nos propres expériences de femmes. On fait des différences selon le genre, on valorise davantage les garçons, on reproduit les dictats du patriarcat sans s'en rendre compte. Parfois même plus férocement. Tu vois bien chez maman comme c'est naturel. Elle a tout intériorisé. En fait, on fabrique nos propres monstres. Comme dans Frankenstein. Cette histoire de Frankenstein amuse Anna. Mais grave, Omar, c'est le Frankenstein de maman. Sur ma vie, Omar Einstein. Elles rient ensemble au nez et à la barbe d'Omar. Moi, j'ai choisi ce passage parce que ça rejoint un peu une théorie que j'ai. Tu sais, quand on parle de l'éducation, quand on parle des hommes, qu'on parle des machos, des misogynes, de tout ce que tu veux. Et en tout cas, dans notre culture, je trouve que les premières coupables sont nos mamans, qui vont plus chouchouter, mettre en avant leurs garçons. Kaina avait parlé dans l'épisode 5, justement, de Gisèle Halimi, de son histoire, où son père a caché son existence pendant des mois parce qu'il n'assumait pas le fait d'avoir une fille. Il voulait absolument que ce soit un garçon. Et moi, je suis carrément d'accord avec cette théorie de... il faut déjà qu'on change notre façon d'éduquer les garçons pour avoir un résultat un peu plus tard, en tout cas, sur les hommes. Mais d'ailleurs, il faut qu'on change notre regard toutes et tous, parce que ce que tu dis, c'est aussi les femmes qui se font, malgré elles, le relais de cette misogynie, etc. Et je reprends souvent la citation d'Amin Malouf qui dit « La misogynie se transmet de mère en fille ». Et je trouve que c'est quelque chose de... En tout cas, moi, que je vois. Je suis même pas certaine que ce soit que dans nos cultures. Je pense que c'est un truc assez général, assez universel. Et c'est vrai que, posé comme ça,
c'est marrant parce que tu parles de Gisèle Halimi, c'est aussi c'est le point de départ de Kif Kif Demain. C'est ce malentendu-là, c'est que le père s'en va parce que c'est une fille. C'est quand même pas rien. Et nous, on a eu souvent, dans nos histoires, même dans la mienne, personnellement, ma mère, elle me raconte ça souvent, que quand elle est née, c'est la première. Donc elle est née en 49, au village, etc. Quand elle est née, et je reprends un peu l'histoire de la naissance de ma mère dans La Discrétion, c'est inspiré de son histoire. On devait égorger un veau, donc c'est un truc d'honneur, quoi, et, tu vois, et faire. Et mon grand-père, mon arrière-grand-père, plutôt le grand-père de ma mère, c'est lui qui devait se charger de ça. Quand ils ont vu que c'était une fille, quand la Qabla, la sage-femme, elle a dit c'est une fille, il a dit n'égorgez pas le veau. C'est pas une si bonne nouvelle, quoi, tu vois. Ouais. Et donc c'est quand même violent Et puis après c'est dans l'histoire familiale. Et moi je crois beaucoup à ce qu'on dit au-dessus du berceau. Tu vois, ce qui s'entend. Et je pense que même ça conditionne une bonne partie du destin de l'enfant, ce qui a été posé sur lui, quoi, au tout début. Donc, si Gisèle Halimi, elle devient une des femmes, une des avocates de la cause des femmes et qu'elle a pris à cœur, c'est pas pour rien. Enfin, je veux dire, ça raconte tout, tu vois. On passe à la 4e lecture que je vais lire. Dans Un homme, ça ne pleure pas, paru en 2014. Par contre, je sais pas si c'est Fayard ou Hachette Littérature. C'était Fayard déjà. Oui. Ouais. Voilà, Fayard. Bon, Mourad, et tes bouquins de quand t'étais petit, on en fait quoi? Il y a tous tes babards, là. Les jette pas, surtout, j'y tiens. D'accord, mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Tu veux pas les récupérer pour tes enfants? Jamais de la vie. Ah bon? Et pourquoi? Bah, parce que babar, c'est rien d'autre qu'une histoire à la gloire du colonialisme. Et puis c'est tout. J'ai pas envie de faire lire ça à mes gosses. Toi et tes théories, Mina, tu crois pas que t'abuses? Ah ouais, une vieille dame blanche qui apprend les bonnes manières à un éléphant du jour au lendemain et elle se met à marcher sur ses 2 pattes, à porter des costards 3 pièces, à conduire une voiture pour finalement retourner dans la jungle et imposer son nouveau mode de vie à toute sa tribu d'éléphants. T'appelles ça comment, toi? Vu comme ça se tenait. Ouais. C'est toi qui as choisi ce passage? Non, c'est papa aussi. On a fait 2 chacun. Ouais, très bien. C'est un peu... comment dire? Moi, quand je l'ai lu, après, on se rend de plus en plus compte, mais quand on était plus jeune, on captait pas forcément l'espèce de soft power, tu vois, ou tout ce qu'on pouvait nous donner à manger à la télé, que ce soit les Rocky, Rambo, Baba. On captait pas forcément tout ce que ça pouvait impliquer dans notre conditionnement. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ça. Est-ce que tu veux nous en parler un peu plus? Pourquoi tu as choisi de le mettre dans ce livre? Le chapitre s'appelle « Le syndrome de Babar », d'ailleurs. C'est un truc, c'est rigolo parce que quelques années après, en fait, j'ai été sollicitée par Folio qui a sorti une collection exceptionnellement pour je sais plus quel anniversaire autour de Babar. Ils ont fait un livre, tu sais, un beau livre. Donc c'était en plus commandité par... ça a été fait depuis les États-Unis. Donc il y avait un journaliste du New Yorker, une personne qui était dans un musée, qui avait décidé de faire ce truc. Ils ont fait un beau livre et ils m'ont demandé une contribution. Donc j'étais hyper surprise parce que je trouve que c'était quand même, faut avoir une ouverture d'esprit. Ça n'abîme pas la marque Babar, tu vois, non plus. Mais moi, donc j'ai écrit un texte pour dire, pour donner la lecture anticolonialiste de Babar. Et donc, que j'ai appelé aussi le syndrome de Babar, ce texte. Et c'est quand tu comprends la géométrie, ce que j'appelle la géométrie du monde, et là où elle te met, à quel endroit tu te trouves sur le schéma, tu commences à voir par ce prisme un tas de choses qui t'étaient invisibles. Donc, moi, je trouve que parfois, ça peut être rude. Parce que tu vois, tu te sens toujours... Des fois, tu te sens lésé. Tu dis, mais en fait, jusqu'à mes, je sais pas, 25, 30 ans, j'avais pas vu ça comme ça. Et parfois, c'est un peu violent parce que tu as l'impression d'être, tu sais, comme dans un film de science-fiction où d'un coup, en fait, tu as ôté le voile et puis tu vois la réalité. Ça peut être un peu dur, mais à la fois, c'est satisfaisant parce qu'il y a une sensation de reprendre le pouvoir sur la narration. Et là, en fait, tu vas pas te laisser embarquer dans une narration qui t'appartient pas, dans laquelle t'as pas un rôle juste, et tu décides, et après, de transmettre, en fait. Avec ta vision à toi, et puis une narration juste, avec tous les éléments, pour apprendre à tes enfants à ne pas tomber dans ces panneaux-là, quoi. Ouais, on parlait justement, on a reçu Franck Lao dans l'épisode 8, et on parlait un peu du Club Dorothée, et les espèces d'happenings qu'elle faisait avec son équipe, avec le chaudron, ou l'espèce de cannibale, ou comment elle représentait... sa vision, pour nous, à l'époque, on comprenait pas spécialement. Non. On comprenait pas, mais je me demande à quel point, ce que je disais sur l'époque, je pense qu'on comprenait pas de manière, c'est-à-dire on n'a pas intellectualisé le fait que ce soit
que ce sont des représentations racistes, que ça vient justement du colonialisme, etc. Mais il y avait quelque chose en nous, je crois, qui se voyait mal représenté et qui sentait, tu vois, je prends souvent l'exemple de la Zoubida. La Zoubida, donc c'était une chanson parodique qui avait été faite par un animateur à la télévision à l'époque, Vincent Lagaffe, un truc hyper grand public, qui a été vendu à je sais pas combien de millions d'exemplaires, il a fait un carton. Et c'était un truc sur une fille arabe qui a pas le droit de sortir de chez elle, évidemment. Et après, son petit copain Mokhtar qui vole le scooter pour venir la chercher pour sortir quand même. Et il faisait un accent un peu comme ça, tu vois, un truc, c'était insupportable. Le mec, on est, je sais pas combien d'années plus tard, 35 ans plus tard, il continue à dire que c'est pas raciste. C'est pas raciste. Donc à un moment donné, je pense que déjà nous, à l'époque, ma mère, je me rappelle, ça l'énervait la Zoubida. On savait déjà que c'était raciste en fait. Nous, on l'a toujours su. Mais comme je le disais tout à l'heure, nos voix n'étaient pas entendues. Michel Leb, c'était déjà raciste, en fait. C'est pas genre, c'est devenu... Nous, l'époque est devenue intolérante à l'humour. Non. C'est juste que l'époque, les gens qui n'avaient pas voix au chapitre, maintenant, ils parlent. Et en fait, ils disent stop, c'est tout. Tu vois. C'est clair. Comment, toi, tu expliques que ce soit parfois difficile de se faire comprendre sur ces sujets-là ? Ou quand tu vas parler notamment de Babar, est-ce que tu as eu des retours en te disant t'abuses quand même, c'est un dessin animé ou... Non, j'ai surtout eu des retours de gens qui m'ont dit ouais, j'avais pas vu ça comme ça. Tu vois, j'avoue, plutôt c'est des retours plutôt positifs en fait. Et puis en fait, je peux pas dire ce qui rend les choses difficiles en fait, c'est la résistance à une forme de réalité, de vérité quoi. C'est ce qu'on appelle les larmes blanches, c'est ce qu'on appelle le refus de voir son privilège. Je pense que le monde est ordonné comme ça depuis des siècles. Et que ce qui est difficile, c'est de changer un peu la géométrie du monde. Tu vois, quand je parle de géométrie, c'est que là, tout d'un coup, on remet les choses un petit peu avec une équerre, on remet l'angle droit, là, et les gens, ils sont pas prêts, en fait. Ils ont pas envie. Et puis, tu vois, ça c'est toujours plus difficile pour les gens qui sont, entre guillemets, considérés comme les coupables de regarder le problème en face. Parce que même des fois avec des gens avec qui tu t'entends bien, quand tu vas dire des trucs autour du racisme, parler de... Même le fait de dire les blancs, les noirs, ça dérange, quoi. Puis au bout d'un moment, moi je considère aujourd'hui que on n'a pas à expliquer ou à justifier une perception biaisée du monde et de l'histoire, en fait. Si on te dit que... Et puis si je te dis je suis offensée par ce que tu dis, c'est pas à moi de taper l'épaule pour que tu le vives pas trop mal. Tu vois, c'est n'importe quoi. Donc voilà, en tout cas, je crois qu'on est arrivé dans un moment où il y a puisqu'il y a un éveil très fort, et c'est une bonne nouvelle, puisqu'on comprend maintenant et qu'on dit les choses et maintenant on apparaît, on est là, on parle, on s'organise, etc. C'est normal qu'il y ait un degré de résistance aussi fort que l'éveil, tu vois, au même niveau. C'est comme l'oppression et la violence, en fait. Ça va ensemble, c'est-à-dire que l'incompréhension ou le refus d'accepter ce qu'on dit autour de ça, ou de vouloir changer la situation, c'est aussi parce que d'abord, ça fait longtemps que ça dure et que c'est trop dur d'accepter une société qui change quand on est maître à bord. T'as pas envie de laisser le volant. Non, c'est vrai. Moi, ça me dérange pas quand ça vient de la part, si on parle notamment du racisme, des personnes racistes. Ouais. C'est plus difficile ou parfois surprenant quand c'est des personnes qui ne le sont pas et qui parfois peuvent être pas offensées, mais mises un peu dans l'inconfort de certains discours en disant quand même, t'abuses, tout n'est pas noir, tout n'est pas si... Ouais, mais en fait, ça raconte déjà quelque chose parce qu'il y a une différence entre quelqu'un qui est raciste et qui l'assume ouvertement, parce que lui, il croit à la race dans le sens de la domination. On est tous obligés d'y croire parce qu'on est racisé par ce qui se passe en société, etc. Mais c'est-à-dire qu'il assume là où il se place dans l'échelle. Mais pour moi, celui qui n'accepte pas ou qui te minimise quand tu parles de racisme ou qui dit « Oh, vous êtes un peu parano quand même. Vous voyez le racisme partout », pour moi, il est raciste aussi. C'est parce qu'il n'a pas envie... En fait, tu vois, je dis souvent un truc, quand je discute notamment avec mon compagnon de ce sujet-là, ma manière de l'expliquer, je vais souvent dire, il y a des gens, cette catégorie-là, moi je les mets dans des gens qui préfèrent être racistes qu'avoir l'air raciste. Je vous laisse quelques secondes pour comprendre la nuance. En fait, ce qui les insupporte, c'est de ne pas avoir le beau rôle, c'est de ne pas être au bon endroit. Tu vois, typiquement, c'est pour moi toute cette partie de la gauche, tu vois, l'esprit touche pas à mon pote. En fait, ton pote, il peut parler, en fait, tu le laisses. C'est pas touche pas à mon pote. Là, nous, on veut dire des choses, en fait, il faut nous entendre. À partir du moment où tu réfutes l'expérience sensible de quelqu'un qui te dit « j'ai vécu du racisme, voilà ce qui m'est arrivé », et que tu oses lui dire « t'as peut-être mal compris, mais t'es avec les autres, en fait. Remettez-vous en question, tu vois. » Pour moi, ça, c'est vraiment... Je crois que c'est encore plus insupportable. Tu vois ? C'est hyper difficile à argumenter, on va dire, face à ces personnes. Ouais, peut-être qu'il faut arrêter d'argumenter, en fait. Aussi. Et c'est valable pour les hommes.
Voilà. Moi, j'ai pris conscience il n'y a pas si longtemps de mon privilège d'être un homme. On essaye de s'éduquer pour s'améliorer. Exactement. Et puis d'entendre, juste d'écouter la personne concernée qui te dit, voilà, ce qui me met mal à l'aise, ce qui me fait souffrir, ce qui me fait de la peine. Tu vois, c'est quand même la première chose à faire. As-tu le titre de ton prochain livre et de quoi parle-t-il ? Alors, je peux pas encore trop raconter parce que je suis vraiment en train. Et comme je te disais tout à l'heure, comme j'ai pas de plan, je peux pas vraiment pitcher un livre que j'ai pas fini d'écrire. La seule chose que je peux dire, et ça c'est en avant-première, c'est pas un roman cette fois-ci. Donc c'est une forme un peu hybride. C'est une BD ? Non plus. Je peux pas dire tout à fait que c'est un essai, mais en tout cas c'est un texte à la première personne, c'est la première fois que je le fais. Voilà, tu vois, mon premier texte en 20 ans, qui est écrit à la première personne et qui n'est pas de la fiction. D'accord. Et il s'appelle comment ? Mais ça aussi, je peux pas encore le dire parce que c'est pas définitif. Elle t'a déjà donné un scoop. Ouais, c'est un vrai scoop. Ouais, c'est un vrai scoop. Et justement, est-ce que tu fais du roman ? Est-ce que ça t'a traversé l'esprit de faire aussi de la fiction un jour ? Tu disais, je sais plus, c'était où, si c'était chez Nadia, dans Jamais sans mon livre, où tu disais justement, je crois que c'est là-bas, qu'on me reprenne, c'est pas le cas, où tu disais que souvent on est assigné à du témoignage, du documentaire, et que rarement on nous laisse l'espace de la fiction. Est-ce que c'est quelque chose qui traverse l'esprit ? En fait, quand toi tu le fais, je veux dire, quand tu t'empares, tu rentres dans une histoire pour raconter, toi tu sais que tu fais de la fiction. Je veux dire, peu importe sur quel terrain social tu vas baser ton histoire ou tu t'inspires de quel imaginaire autour de toi c'est quand même de la fiction. Tu vois, en fait, il y a des auteurs blancs qui font partie de l'élite bourgeoise. Ils vont juste changer 2 initiales et on met roman sur la couverture et personne ne pose aucune question. Nous, on fait, même si on est dans l'imaginaire ou dans la pure fiction, même si c'est un roman réaliste, c'est-à-dire qu'il reprend des choses réelles, quoi, mais qu'on s'est éloigné de nos propres existences et qu'on raconte une histoire qui n'est pas la nôtre, on va voir toujours ce qui est réel, ce qui est vrai, et ça raconte aussi un truc. Donc moi, j'ai pas l'impression j'ai toujours été dans la fiction, même avec la discrétion, c'est-à-dire être dans la fiction, ça veut dire construire tout un univers autour de la trame, du fil rouge qui était l'histoire de ma mère, mais tout ce que je raconte autour, c'est pas mon histoire du tout, parce que ça reconfigure totalement le roman. Ça, c'est être dans la fiction. Tu reconfigures la réalité, c'est ça la fiction. Ou tu t'en éloignes totalement. Mais à partir du moment où tu la reconfigures, c'est de la fiction. Tu vois. Ok, merci de m'avoir éclairé. Non. En tout cas, c'est mon point de vue. Après, on peut ne pas être d'accord avec ça, mais... Bon, on va passer aux questions en vrac. Alors, les questions en vrac, c'est des... Parce que comme tu as pu le savoir, on a fait différentes parties, on a structuré l'épisode. Et donc, les questions en vrac, c'est des questions que... pas forcément de rapport avec les thèmes qu'on a abordés. Enfin, comment dire ? Voilà, oui, aucun rapport. C'est très clair. D'accord, j'espère. Est-ce que je peux faire une remarque avant qu'on fasse la question en vrac ? Je trouve que tu as une super belle écriture. Voilà. Merci. Les auditeurs ne peuvent pas le voir, mais je témoigne pour toi que c'est une super belle écriture. Moi, j'aime pas trop mon écriture. Moi, j'aime bien. Mal. Moi, je suis pas d'accord, en tout cas. Tu vois, je le remarque, je le note, je le dis. Voilà. Merci. Alors, on t'écoute. Si tu pouvais changer la fin d'un film ou d'un livre, ce serait lequel et pourquoi ? Waouh ! Incroyable la question. Le premier truc qui me vient en tête, c'est un film qui s'appelle La bataille d'Alger. Et changer la fin du film, ça veut dire changer la fin de la vraie vie. Mais c'est que les résistants du FLN qui sont cachés dans la Casbah ne soient pas tués. Je t'ai répondu vraiment très spontanément. Donc, c'est pas un film de fiction. Mais, en tout cas, ça reprend des événements historiques réels. Et il n'y a pas de livre non plus que tu voudrais Et comme livre... Moi, j'ai un problème avec les fins en règle générale. Souvent, je suis pas d'accord avec la fin, ou je trouve que ça va trop vite, ou j'ai envie de rester avec les personnages quand j'ai aimé le livre. Écoute, là, spontanément, j'avoue qu'il n'y a rien qui me vient en tête. J'ai même tendance à oublier les fins. Et j'ai du mal à finir mes textes aussi. Donc, ça a peut-être un lien. Mais voilà, j'ai pas d'idée tout de suite. En tout cas, ça me vient pas à l'esprit. Tu nous le diras quand on va trouver. Allez. Si tu pouvais donner une voix à un objet du quotidien, ce serait lequel et pourquoi ? À mon stylo. Ça me plairait de savoir ce qu'il en pense quand je prends des notes, tu vois. Ça me ferait trop rire qu'ils disent non mais n'importe quoi là. Barre parce que tu vas pas rester là-dessus, je te connais, tu vois, ça me ferait trop rire. Quel livre tu aurais rêvé d'écrire ? Je suis un peu dans ça en ce moment, donc tu vois, je suis un peu dans les écritures... Le livre d'un auteur que tu aurais aimé penser avant ?
Moi, il y a un livre dont je parle très souvent qui s'appelle La prochaine fois le feu de James Baldwin. C'est bizarre de dire j'aurais aimé l'écrire, c'est que c'est un texte tellement poignant, que je trouve tellement magnifique, et tellement fort, et tellement bouleversant, et même politiquement ce que ça raconte, c'est tellement beau, et touchant, que j'aurais aimé l'écrire, mais en fait, à la fois, j'aurais aimé ne pas avoir à l'écrire, parce que c'est James Baldwin qui s'adresse à son neveu qui a 15 ans, et en gros, il lui parle de l'Amérique à l'époque où il a écrit... Ça n'a pas changé malheureusement, mais sur la question du racisme, par exemple, tu vois, j'aurais aimé l'écrire parce qu'il est incroyable ce texte, mais j'aurais aimé ne pas avoir à l'écrire parce que j'aurais aimé que ce soit un monde où on n'ait pas besoin d'écrire ça à un enfant de 15 ans. C'est quoi ton rituel bizarre ou secret quand tu écris ? Alors du coup, je disais que j'avais pas forcément de rituel bourgeois. Mon seul, peut-être ce que je peux dire, j'ai une difficulté à écrire chez moi. J'ai toujours pas de bureau, j'ai toujours pas organisé un endroit, j'ai pas eu la possibilité de le faire. Parfois, je vais écrire... des amis qui me prêtent des lieux, tu vois, ou qui me laissent à disposition des lieux, mais c'est toujours un peu d'organisation. Donc j'ai tendance, quand j'ai personne chez moi, à écrire chez moi. J'explique le contexte. Et comme je suis une maman, et que j'ai un peu des tocs, si je suis toute seule chez moi, je vais avoir beaucoup de mal à me mettre au travail, parce qu'il y a une machine à faire, parce qu'il y a une tasse à laver, parce que tu veux t'avancer dans un truc, enfin voilà, je vais faire le ménage. Mais c'est devenu, et peut-être c'est une manière de me rassurer, mais du coup, je me dis, quand j'organise, quand j'ordonne chez moi, quand c'est bien rangé, que c'est propre, j'ai l'impression que ça a un peu ordonné mon esprit. Et maintenant, j'en fais de cette faiblesse de ne pas me mettre au travail tout de suite et de faire le ménage, j'en fais une force. Ça m'aide en fait en me disant, bon, là j'ai ordonné, allez, je me mets au bureau, tout est propre, tout est bien rangé comme dans ma tête. Voilà, tu vois. C'est un peu le rituel bizarre que je peux dire. Si tu pouvais ramener un écrivain ou une écrivaine du passé à aujourd'hui pour discuter avec lui ou elle, ce serait qui et tu lui dirais quoi ? J'aime beaucoup une écrivaine algérienne qui s'appelle Assia Djebar. Et je pense que je l'inviterai à ma table pour lui poser plein de questions sur ce que ça a été pour elle. Même s'il y a beaucoup de choses dans ses livres, elle parle beaucoup aussi de l'enfance. Moi, je suis assez fascinée par la naissance, de comment ça commence. Qu'est-ce qui fait un écrivain ? Parce que moi, je suis persuadée que c'est depuis le début. Et donc, j'aurais aimé lui poser des questions sur ce que c'est d'avoir été cette petite fille dans l'Algérie coloniale, sur ce que c'est d'avoir été cette femme qui, tout à coup, est consacrée en France. Elle a fait un discours à l'Académie française que je vous recommande de lire parce que c'est... Quelle femme, quoi. Franchement, c'est vraiment quelqu'un avec qui j'aurais aimé dialoguer. Tu vois qui c'est ? Oui, je vois qui c'est. Quel livre t'a le plus marqué quand tu étais enfant ? Eh ben, le livre, je peux dire que tu m'as offert un livre aujourd'hui. Oui. Ça m'a beaucoup touchée. Et en fait, tu m'as offert Le Petit Prince. Et je pense que c'est ce livre qui m'a beaucoup marqué quand j'étais enfant. C'est un livre qui m'a fait vraiment rêver. Et en fait, c'est marrant parce que quand t'es dans une réalité un peu rude ou qu'autour de toi, t'as pas beaucoup de place pour la fantaisie, pour le rêve. Et tomber sur des livres comme ça, où tout est un peu absurde, rien n'existe réellement, et en même temps, il y a des sentiments que tu ressens qui sont proches de toi. Ça t'ouvre un truc dans l'esprit que je trouve formidable. Donc voilà, j'ai cité le Petit Prince. Quel livre que tu as écrit est ton préféré cette romance ? Ouais, c'est dur comme question, mais je pense que La Discrétion, ça restera un livre qui, pour moi, en tout cas, ça a été un livre très important dans mon parcours d'écriture. Si tu pouvais écrire un livre avec un auteur vivant ou mort, ce serait qui et de quoi parlerait le livre ? Eh ben, dans mes rêves les plus fous, j'aimerais, je vais dire un vivant, un mort. Comme tu veux. Un mort, James Baldwin, évidemment, forcément, j'allais le citer à nouveau, et j'aurais aimé écrire avec lui. Parce qu'en plus, c'est un écrivain, tu sais, qui, pendant la ségrégation aux États-Unis, il a passé du temps en France. Et je pense qu'il s'est intéressé aussi au sort des Algériens en France. Et que, pour reprendre son expression à lui, il a dit c'est les nègres des Français, les Algériens. Ça veut tout dire. Et je pense qu'il avait déjà un regard tellement aiguisé sur ce que ça représente d'être une minorité, qu'il avait compris la géométrie, comme je disais tout à l'heure, la géométrie du monde. J'aurais aimé écrire avec lui. Et dans les vivants, il y a beaucoup d'auteurs et d'autrices que j'aime beaucoup, mais j'ai une tendresse toute particulière pour une femme qui s'appelle Tassadit Timash, dont je parle souvent. Elle a écrit un livre qui a été réédité récemment qui s'appelle Une fille sans histoire, qui est son premier roman, et qu'elle a publié en 89. Et il faut savoir qu'on a la même première éditrice pour nos premiers romans respectifs qui sont sortis à, quasiment 20 ans d'écart. Donc, c'est une femme que j'aime énormément. J'adore sa plume, vraiment. Je trouve qu'elle a une écriture incroyable. Donc peut-être, qui sait, je dis ça, je parle, mais peut-être un jour, pourquoi pas. On verra bien, mais peut-être qu'on écrira. En tout cas, j'ai préfacé son dernier livre, que c'était un honneur pour moi de le faire. Et je vous invite aussi à la lire, Tassadit Timash. On va noter toutes les références après, même si on a, Baldwin, on en a déjà plein. Ouais. Pour cette avant-dernière question,
t'as un peu le choix. On te propose de nous recommander un invité pour un prochain épisode qui pourrait être là à ta place derrière le micro. Un écrivain, une écrivaine ou... Non, comme tu veux, pas juste un invité. Alors, je vais dire un truc facile parce que c'est quelqu'un de très proche de moi. Je vous recommande d'inviter Jamil Le Schlag. Voilà, parce que on a plein de choses en commun, dont un enfant. Et du coup, c'est la personne qui me fait le plus rire au monde. Et voilà, et je pense que c'est bien d'avoir quelqu'un dans un monde qui nous comprend pas, d'avoir quelqu'un qui nous comprend, c'est tellement bien. Carrément. Moi, j'ai vu son spectacle, je crois que j'ai vu 2 ou 3 fois le premier, qu'une fois le deuxième. Ouais. Et d'ailleurs, on en profite vu qu'on est dans les anecdotes. On s'est vu un peu après. Je sais pas si t'as montré... Bien sûr, il m'a montré la photo. Ouais. Il m'a fait rire. Je lui ai dit, tu passeras le bonjour à Faiza. Il m'a dit, attends. Il a fait un selfie. Il fait des selfies tout le temps avec les gens qui croient ce que je connais. Voilà. Moi, j'ai compris. Je me suis dit, comme ça, il n'a pas à retenir le prénom. Il n'a pas à retenir le message. Il montre tout de suite la photo. Non, alors figure-toi que même les gens qu'on connaît bien, dont il connaît bien le prénom, il fait ça tout le temps. Même avec nos amis. Par exemple, s'il croise nos amis, un ami en commun, il le croise quelque part dans la rue, il va m'envoyer la photo. C'est un rituel presque. Il le fait tout le temps. Donc ouais. Okay. Et c'est vrai que c'est une bonne astuce pour quand tu te rappelles pas du prénom. Mais bon, là, en l'occurrence... Ouais. C'est malin. Ouais, c'est pas la seule raison, mais ouais. Ok. Ouais, j'entends. Et j'allais dire, s'il nous entend, tu lui diras qu'on le reçoit quand il veut, avec grand plaisir. Allez. Donc, cette fois-ci, pour cette dernière question, t'as à nouveau le choix, mais pour autre chose. Tu peux choisir une chanson qui va finir l'épisode, qui sera à la fin. Par exemple, t'as déjà écouté la fin d'un de nos épisodes ? Oui. Oui, ils choisissent une chanson et ça... Oui. Après, c'est le générique de fin. Oui, donc tu peux choisir. Ok. Moi, j'ai une tendresse particulière pour la musique raï, bien sûr. Je suis vraiment fan de raï. Et même quand c'était pas encore hype, donc déjà au lycée, je faisais écouter les cassettes que je ramenais du bled. Cheb Hasni. Voilà, de Cheb Jello, je m'en rappelle, en 2000. Mais il a quitté complètement pour acheter des moutons, Exactement. Une ferme. Ouais. Il a fait Taouba, il a dit j'arrête la musique et maintenant il est berger. Et franchement, parcours méritant, je trouve, tu vois, c'est pas facile. Ouais, il chantait le Visa pendant quelques temps. Et exactement. Enfin, un spécialiste aussi. Toi aussi, mais je vois que j'ai affaire à un connaisseur parce que tout le monde connaît pas Cheb Jelloul. En tout cas, j'aime beaucoup le rail. J'ai passé les étés dont je vous parlais à la ferme de mon grand-père, etc. J'ai passé tous mes étés enfants entre Oran et Ain Temouchent. Okay. Et Ain Temouchent, faut savoir que c'est le berceau du rail. Il y a un chanteur, un compositeur de rail qui s'appelle Bellemou, qui est celui qu'on appelle le père du rail, qui a notamment été un de ceux qui ont un peu paterné Khaled dans sa carrière, etc. Et il vient de Ain Temouchent. Donc, pour faire honneur à cette ville d'Algérie, de l'Ouest, je vais choisir un très ancien son de rail de Bellemou que je vous ferai suivre, si vous voulez bien. Oui, voilà, c'est plus pour Baptiste qui s'occupe de monter l'épisode. Ouais, t'inquiète Baptiste, c'est pas facile, mais j'ai la ref. C'est facile à trouver sur Apple. Voilà, c'est facile à trouver en tout cas. Super, merci beaucoup. Pour terminer, je voulais encore une fois te remercier pour ce merveilleux cadeau que tu nous as fait et te dire que pour nous, tu n'es ni la Sagandacité, ni la petite sœur de Jamel Debbouze, ni la plume du bitume, mais tout simplement notre Faiza Guène. Merci. Merci beaucoup. Merci infiniment de m'avoir reçu. Et je tiens à dire que vraiment, Kaina, t'es très touchante et t'es pleine de promesses. Et j'ai hâte de voir l'adulte que tu vas devenir parce que ça fait vraiment chaud au cœur. Et bravo Samy. Moi, vraiment, une des raisons pour lesquelles j'ai accepté ce podcast, c'est quand je vous ai rencontré et que je t'ai vu, j'ai dit waouh, cette petite, elle est incroyable. Donc franchement, que Dieu te garde, Inch'Allah. Et je te souhaite vraiment le meilleur pour la suite de ta vie. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup Faiza. Vraiment, c'est un honneur de te recevoir et d'échanger avec toi merci beaucoup, aujourd'hui. Samy. Bravo, merci beaucoup. وداني دانيك